Donc, je sais que Dorian m'enregistre, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de voir un petit peu, OK, ce client, voilà, vous avez peut-être posé des hypothèses pour certains, d'autres pas encore, d'autres vous avez peut-être du mal à le déterminer. Et on va voir un petit peu comment, grâce à l'outil qui est le business model persona, comment on va pouvoir structurer un petit peu la vie de ce client ou de ses clients type. Donc, Dorian, si tu peux appuyer, s'il te plaît. Merci. Donc, le persona, qu'est-ce quoi? En marketing, on dit que le persona ou buyer persona, c'est un personnage semi-fictif, d'accord, qu'on va créer un petit peu de toutes pièces et qui représente en fait à lui seul un ensemble de personnes qui partagent la même problématique. La problématique que vous avez envie de résoudre avec votre projet et qui est bien sûr en rapport avec l'offre de solutions qui va répondre à cette problématique. Donc, c'est le ou les cœurs de cible qui vont pouvoir, je dirais, derrière, être intéressés par ce que vous allez proposer. Donc, ça veut dire que si on regroupe des personnes, ces personnes ont différents types de comportements. Et si on reprend toutes les personnes à qui vous avez envie de vendre, avec chacune des comportements différents, on se retrouve, et Dorian, tu peux appuyer sur la touche suite, on se retrouve en fait avec suite. On se retrouve donc au cœur de notre persona, une proposition où on a trois types d'informations à recueillir sur ce persona. On se retrouve donc avec tous nos clients qui ont la possibilité d'avoir trois niveaux d'informations centrés sur eux-mêmes, centrés sur ce groupe de personnes homogènes, qui sont qu'est-ce qu'ils font dans la vie, donc finalement leur rôle, leurs différents rôles, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et quelles sont leurs attentes. Donc, ce qui nous permet derrière d'établir, Dorian, tu peux appuyer, qui nous permet d'établir derrière, pour chacun de ces clients-là, un rôle, une fiche, avec à l'intérieur toutes les informations leur correspondant, toutes les informations qui vont permettre de condenser, de connaître un petit peu ce client. Pour l'instant, on est d'accord qu'on reste quand même un peu dans l'hypothétique. C'est pour ça qu'on dit que le personnage, c'est un personnage semi-fictif. Le rôle d'après, dans 15 jours, ça va d'aller se confronter un peu à ce persona-là, d'aller le rencontrer sur le terrain avec toute l'élaboration des questions qu'on a envie de poser pour qu'il nous infirme, qu'il nous confirme ou qu'il finalement nous oblige à changer un petit peu notre fusil d'épaule, notre offre, pour savoir si on a fait bonne route ou pas. Sans se mettre non plus la rate au courbouillon, comme on dit, expression des années 80. Donc, l'idée, c'est de dire derrière, OK, moi, j'ai choisi tel type de client, voilà ce qu'il fait dans la vie, voilà ce qu'il représente, voilà ses attentes. Maintenant, je vais aller me confronter. Donc, pour pouvoir aller se confronter à la réalité, il va falloir creuser un petit peu ce dont notre client a envie. Merci, Dorian. Donc, ce dont il a envie, c'est quoi? C'est d'abord, avant de savoir ce qu'il a envie, c'est de savoir un peu ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est énormément de choses. Ça peut être donc le rôle assez classique, la posture professionnelle que fait cette personne dans la vie. D'accord? Et si on raisonne sur une entreprise, c'est que fait cette entreprise? Parce que le persona peut être aussi une entité, personne morale, entreprise, association, collectivité, administration, peu importe. C'est peut-être lui, votre client, qui va être porteur de la solution, qui va être acheteur de la solution que vous allez proposer. Donc, l'idée, c'est de savoir que fait cette personne. Donc, derrière, une liste de questions. Pour information, j'ai établi une liste de questions pour chacun des pavés, rôle, problème, attente, que Dorian vous communiquera après à la fin de la présentation, qui vous permettra d'établir une liste de questions plus facile, plus évidente, au-delà de toutes celles que vous pourrez vous poser bien spécifiques à votre produit. Donc, il y a une liste de questions qu'on peut se poser, c'est qui est-il alors en mode catégorie socio-professionnelle, un homme, une femme, l'âge moyen, les revenus, la formation, la situation familiale, le lieu de vie, etc. Ce qui va être intéressant
c'est de savoir quelles sont ses différentes postures. Est-ce qu'il a un lien avec la société civile? Si oui, quoi? Est-ce qu'il est actif dans une association? Est-ce qu'il est actif dans son quartier? Est-ce qu'il est actif dans sa famille? Donc, ça veut dire qu'il a un rôle aussi dans sa famille. Quelles sont les différentes tâches et travaux qu'il effectue? Dorian, si tu peux appuyer sur le bouton, s'il te plaît. Donc, appuie, appuie, appuie. Encore? Oui, encore. Il y a plein de choses qui vont s'afficher. Tu peux utiliser les flèches du clavier si ça t'arrange. Voilà. Stop, hop, hop, une fois de trop. Merci. Donc, l'idée, c'est qu'on sache l'ensemble, les travaux, des postures sociales, même des postures émotionnelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il influence son entourage par le biais des relations qu'il a. Donc, il a une zone d'influence ou de décision sur même les émotions des gens qui l'environnent. Bien sûr, il y a des fondamentaux. Donc là, on est un petit peu plus dans les éléments d'information concernant la catégorie socio-professionnelle, le sexe, le genre. Il a aussi des rôles auxiliaires parce qu'il n'est pas forcément décideur, mais il peut être influenceur. Il peut être acheteur direct, mais ce n'est pas lui qui donne la décision d'achat, c'est-à-dire c'est lui qui est la bourse, mais ce n'est pas lui qui actionne l'achat. Il peut être co-créateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va participer à l'élaboration de solutions plus grandes dans lesquelles la vôtre, qui représente une partie, va s'insérer. Il est transféreur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qui est le premier niveau de réception de votre solution, de votre proposition, mais derrière, il va la transférer à un décisionnaire ou à celui qui va le mettre en œuvre dans son quotidien, donc celui qui va l'utiliser. Donc, il peut avoir différents rôles. Et il faut bien comprendre dans votre produit qui sont les différentes personnes qui vont entre l'acheteur et l'utilisateur, qui sont ces différentes personnes et quelles sont les relations qu'ils ont entre eux. Parce que dans votre stratégie marketing que vous allez avoir derrière, vous ne vous adressez pas de la même manière à celui qui a le portefeuille qu'à celui qui va obliger la personne qui a le portefeuille à acheter. Comme celui qui va dire « moi, j'en ai absolument besoin, mais ce n'est pas moi qui gère le budget ». Donc, toutes ces relations entre les différentes personnes qui sont capables d'être intéressées par votre produit, il va falloir les identifier. Donc, identifier les rôles, c'est ça, c'est vous permettre de ne pas vous tromper entre, OK, je m'adresse par exemple à un chef d'entreprise pour vendre ma solution, mais il faut que je convainc le directeur financier que cette solution va être aussi économique pour l'entreprise. D'accord? Donc, vous avez deux rôles qui se complètent et qui font partie du décisionnel d'achat. Maintenant, quand on a affaire plutôt à des personnes, comment dirais-je, des individus et non pas des entreprises, donc on est directement au consommateur, là, il va falloir bien comprendre est-ce qu'il y a des réseaux d'influence? Est-ce que c'est l'enfant qui va influencer la décision d'achat pour le parent? Ou est-ce que le parent décide en bonne conscience? Est-ce que c'est madame ou monsieur ou le conjoint qui va influencer l'acquisition du bien ou du service que vous allez proposer? Tout ça, il va falloir bien l'identifier. Alors, vous allez pouvoir, ce qui est bien, vous appuyer sur ce qui existe et après, aller confronter entre dire j'ai fait une belle étude documentaire, j'ai pris plein de ressources et on vous met plein de ressources à disposition aux entreprises. Et après, je vais aller me confronter à la réalité en allant rencontrer ce monsieur ou cette madame. Donc, dans un premier temps, le rôle. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelles sont les tâches qu'il effectue? D'accord? Donc, on identifie bien, voilà, les catégories de personnes homogènes qui effectuent la même tâche, qui effectuent à peu près le même rôle, qui ont à peu près la même posture dans la vie, pour essayer de dresser des portraits. Merci Dorian. Donc, une fois qu'on a trouvé enfin, ce qu'il fait, eh bien, dans ce qu'il réalise au quotidien, ce n'est pas toujours simple. Hein. C'est pas toujours simple. Des fois, c'est un peu compliqué et c'est problématique qu'il rencontre dans son quotidien. Ben vous allez identifier ce qu'on appelle des pain points, des points de douleur qui vont légitimer ou pas votre offre. Puisqu'on rappelle que dans votre projet, vous avez identifié une problématique à résoudre. Cette problématique, on le sait, ce n'est pas toujours facile. Mais on se rend compte aussi, je dirais, dans l'approche du marketing, que plus
la douleur ressentie par votre client ou vos futurs clients est importante, plus votre solution va paraître évidente. Et donc, il va y avoir automatiquement, enfin pas automatiquement, il va y avoir un lien entre la douleur ressentie et la solution que vous proposez pour résoudre cette douleur, résoudre la problématique derrière. Donc, il va falloir identifier les douleurs. Si tu peux appuyer Dorian, s'il te plaît. Donc, ces douleurs, on le sait, hein, c'est jamais très agréable. Hein, on s'attendait à quelque chose d'un peu sympa en allant chez le masseur et puis on se rend compte qu'on a affaire à une personne, dirais-je, plutôt coriace. Donc, les douleurs, on peut les lister. Hein, c'est trop coûteux, c'est peu performant, c'est difficulté de mise en œuvre, les interactions sociales du fait d'utiliser une solution avec les conséquences que ça peut avoir, changement de posture, obligation d'adaptation, ça ne répond pas peut-être à mes attentes de posture sociale, la potentialité d'erreur en utilisant une solution, si elle peut avoir une conséquence plus ou moins importante sur la suite des événements pour moi à titre personnel ou pour mon entreprise, et puis les barrières pour mettre en œuvre. Barrières d'acquisition, on le sait, difficultés techniques, changement de paradigme, changement d'état d'esprit de l'entreprise, changement de comportement de ma famille et de moi-même. Donc, en fait, toutes ces émotions négatives liées à l'acquisition du produit ou au fait qu'il existe déjà, et ça, c'est la fameuse notion de concurrence, il existe déjà des produits similaires, mais qui ne présentent pas toutes les réponses attendues par vos clients. Donc, dans tous les cas, si on reprend ce qu'on disait depuis le début, votre et vos clients ont un rôle. Ce rôle-là entraîne des tâches au quotidien, quelle que soit la posture, quel que soit le rôle effectué, que ce soit un rôle professionnel, que ce soit un rôle de représentation, que ce soit un rôle dans une association, que ce soit à titre bénévole, que ce soit familial, amical, peu importe. Donc, dans l'exécution de ce rôle, dans les travaux que ça nécessite, ce n'est pas réalisé comme il le souhaiterait parce qu'il rencontre des problèmes et qu'aujourd'hui, les solutions ne sont pas performantes, ne sont pas adressées correctement. Il a du mal à les mettre en œuvre. Donc, il attend des choses. Et c'est là, merci Dorian, et c'est là où, derrière, on va identifier, finalement, OK, on sait ce qu'il fait. On sait quels sont les problèmes qu'il rencontre. Donc, on est capable d'identifier les gains potentiels liés aux attentes non couvertes par les solutions existantes sur le marché. Donc, ça veut dire derrière, oui, on va aller voir un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire gagner à venir chez nous ou qu'est-ce qu'il attend qu'on pourrait proposer de manière supplémentaire, complémentaire par rapport à l'offre concurrence. Donc, c'est à la fois de la complétude d'offres, mais c'est aussi, pourquoi pas, de la différenciation, parce que je vais venir rassembler à l'intérieur de mon offre plein de choses qu'ils ne trouvent pas dans l'offre concurrente. Quoi qu'il en soit, je vais dresser, merci Dorian, la liste des bénéfices qu'ils pourraient percevoir. Alors, je rappelle que ceci n'est pas moi en train de faire des choses spéciales en soirée, hein, c'est une image. Donc, ils pourraient percevoir des bénéfices plus ou moins importants de l'utilisation de votre solution. D'accord? Donc, on va essayer d'identifier qu'est-ce que c'est. C'est des résultats optimums, des résultats performants, une économie de temps, d'argent, une simplification de mise en œuvre, une posture sociale augmentée du fait d'être utilisateur de votre solution. On le voit fréquemment, par exemple, dans tout ce qui est techno, et particulièrement sur les téléphones mobiles. Dès qu'on a le dernier, allez, on a une posture sociale, une image sociale qui peut, éventuellement, selon le milieu dans lequel on évolue, se changer du fait d'avoir toujours le dernier truc à la mode. Ça peut être un bénéfice d'une recherche qui est agrémentée par un nouveau produit, un nouveau service. Donc, il y a une étape supplémentaire qui est franchie par la personne ou l'entreprise du fait d'avoir utilisé votre produit, votre service. Tout ça dans un cursus un peu plus long, dans un process un peu plus long de recherche d'optimum, de recherche de résultats plus importants. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est la participation au niveau du rêve. On dit souvent, oui, voilà, faites rêver votre client, vous avez vendu votre produit. Mais ce n'est pas totalement faux. Parce que tout à chacun, quand on utilise quelque chose, on imagine, on projette une utilisation optimum, etc. Quand je dis vacances, il y en a qui ne pensent pas forcément à rester une semaine à la maison.
on est plutôt en mode je vais passer une semaine au soleil ou au ski, etc. Et donc, si mon produit concourt à participer à l'état de rêverie, à la projection d'un futur désirable pour mon client, alors je peux gagner ce client-là par mon discours et par la proposition de valeur que je vais lui amener. Donc, ces bénéfices, c'est important, mais aussi important que les 3 autres points qu'on a vus. Donc, qui sont quel est le rôle, quelles sont les tâches qu'effectue cette personne, quelles sont les problématiques qu'il rencontre et quels sont les bénéfices qu'il attend. Oups. Est-ce que peut-être qu'on peut en profiter, il va revenir dans 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous mettre entre équipes et comme ça, ce sera fait, on gagne. Entre équipes et le voilà. Il est connecté, là, il s'est déconnecté, je pense. Pour les personnes connectées, donc vous avez compris, on a perdu Aïna. J'essaie de lui demander ce qu'il en est. Je pense qu'il avait plus de batterie ou un truc comme ça, quoi. Ah, il était au bout de sa présentation ou au milieu? Voilà, 3 quarts, je pense. 3 quarts. Vous m'entendez? Ah, cool. Je ne sais pas, je me suis fait virer quand même à le propre. Je me suis dit peut-être que c'est le Zoom qui a pété. Non, c'est bon. Vas-y, tu peux reprendre, Aïna. Ok, donc je ne sais plus à quel moment vous ne m'avez plus entendu. Donc je disais, l'idée, et tu peux appuyer Dorian, s'il te plaît, l'idée, c'est de pouvoir après structurer un petit peu toutes ces informations pour, comme le business model Canvas, pouvoir avoir l'ensemble des informations présentées et lisibles pour vous. Donc, ça veut dire que dans le business model persona, vous allez pouvoir mettre ce qui fait réparti entre qui est-il, ses motivations et qui l'influence. D'accord? Alors, avec le dernier pavé, qui l'influence ou qui influence-t-il? Et puis, enfin, les douleurs réparties entre ses souffrances et ses souhaits. Et dans un dernier point, les gains que vous allez mettre entre ses besoins, ses attentes et ses objectifs. Cette structure-là va vous permettre d'avoir le portrait relativement clair pour vous. Et s'il n'est pas clair, ça va vous donner aussi les zones d'ombre à éclaircir, c'est-à-dire quelles sont les informations qui me manquent pour bien connaître mon client. Tout ça pour derrière, justement, valider auprès d'un vrai public, une vraie audience, tout ce que vous avez recueilli comme information concernant ce futur client. Donc, ça va structurer votre démarche, ça va vous permettre derrière d'élaborer un ensemble de questions et de processus de validation de vos informations. C'est-à-dire que si vous savez ce qu'il fait et que vous allez rencontrer ces personnes qui ont un rôle, je ne sais pas, par exemple, des chefs d'entreprise, vous allez bien sûr déterminer ce qu'il fait, qui l'influence, donc quel est le circuit de décision dans l'entreprise, quelles sont ses motivations à ce chef d'entreprise, derrière les douleurs qu'il rencontre, les souffrances qu'il rencontre en tant que chef d'entreprise, les souhaits, ce qu'il aimerait avoir, donc quelles sont les douleurs qu'il aimerait voir disparaître, quels sont les bénéfices qu'il attend et les objectifs qu'il souhaite atteindre. Et donc, tout ça va vous permettre derrière de justement dire est-ce que c'est vraiment ce que j'avais identifié ou est-ce que j'étais loin du compte et donc, du coup, ça veut dire que ce que j'ai envie de lui proposer ne va pas correspondre à ce qu'il attend. Donc, tout ça n'a qu'un seul objectif, pouvoir confronter votre proposition sur des enquêtes terrain
entre ce que vous allez proposer et ce qu'attend réellement la personne. Ce que vous avez imaginé dans un détail un peu fin et ce qu'attend la personne. Donc, la structure de l'enquête terrain, vous le verrez dans 15 jours. En fait, c'est dans 15 jours ou c'est au mois de janvier? Je ne sais plus, Dorian. Dorian a disparu. Dorian ne veut plus parler. Désolé. Donc, votre mission, c'est de pouvoir avoir le maximum d'informations sur ces clients-là. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est après de non plus dire j'ai une fiche descriptive de mon client. Je peux raconter l'histoire de mon client. Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne, j'ai 45 ans, je travaille dans telle structure, voilà sont mes activités, voilà la composition familiale, voilà mon niveau de revenu. Aujourd'hui, en effectuant ces tâches dans mon domaine d'activité, voilà les problématiques que je rencontre. Et ces problématiques entraînent ceci ou cela pour moi en termes de souffrance. Voilà, ça ne me facilite pas la tâche, ça ne facilite pas mon quotidien, etc., etc. Donc, derrière, vous allez raconter l'histoire de cette personne et non plus la présenter comme une fiche. Et vous allez construire ce discours-là au fur et à mesure aussi de la confrontation avec la vraie vie, avec les personnes que vous allez avoir en face de vous. D'accord? Donc, à l'issue de l'atelier, vous allez pouvoir déjà, si vous y arrivez vraiment, ce serait top, c'est pouvoir déjà déterminer tous les différents types de clients et toutes les questions que vous avez envie de lui poser pour pouvoir remplir les informations. Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les problèmes qu'il rencontre dans ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il attend? Quels sont les gains qu'il aimerait avoir? Et les structurer dans soit le cercle que je vous ai montré, soit directement dans le business model persona. Donc, ça va être l'élément de votre atelier de ce soir. Et pour ça, j'ai établi une liste de questions, comme je vous disais. J'ai fait un peu plus rapide que d'habitude parce que je sais que vous avez déjà pris du temps pour venir jusqu'ici. Donc, l'idée, c'est quand même que avec vos coachs, vous puissiez travailler sur le contenu. Donc, en 3 temps, le premier, c'est bien identifier voilà, toutes les 3 zones, donc ce qui fait les douleurs qu'ils rencontrent. Et n'hésitez pas à y aller sur la douleur. Si vous n'êtes pas sûr de vos propositions, de vos hypothèses, voyez grand, voyez loin, donc voyez douloureux. À quel point la personne peut rencontrer une douleur dans ce qu'il fait. Je prends le bus pour venir à Aix, d'accord? À quel point ça peut être douloureux parce qu'il y a une grève des bus. Okay? À quel point ça peut être bloquant pour la personne. Et du coup, derrière, la solution que je vais proposer va être évidente parce que je vais vraiment résoudre un point qui est souffreteux pour la personne, qui est vraiment dur à compenser pour elle. Donc, n'hésitez pas à aller loin dans la description de ce personnage-là. Et si vous ne trouvez pas les éléments à mettre ce soir, posez les bases. Posez les bases qui sont mes clients, parce que vous n'en avez pas qu'un seul. Bien sûr, vous avez un cœur de cible, quelqu'un qui est évident à atteindre, mais pour autant, vous n'en avez pas qu'un seul de client. D'accord? N'oubliez pas d'identifier, si nécessaire, la différence entre l'acheteur et celui qui va influencer. D'accord? L'achat. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir le même discours et la même démarche pour ces 2 personnes-là. Donc, il faut bien les identifier s'ils existent liés à votre thématique de projet. Et si vous avez identifié ça déjà dans les premiers postulats que vous avez mis dans le business model Canvas la dernière fois. Donc, bien identifier les circuits, les personnes, ce qu'ils font, et ça va vous permettre de construire l'histoire de ce client-là. Merci Dorian pour la suite. Donc, la deuxième phase, c'est transférer éventuellement, si vous avez utilisé le cercle dans le business persona, les éléments. Et la troisième phase, c'est transformer toutes les informations en histoire. Cette phase-là, c'est peut-être la plus importante. Pour que ce soit lisible pour vous, pour vos interlocuteurs, pour vos financeurs, pour vos partenaires, etc., il faut qu'on puisse identifier clairement qui sont vos clients futurs. Et ça, le mieux reste quand même de raconter l'histoire de ce client-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a un problème? Qu'est-ce qui fait qu'il sera adepte de votre solution? Et l'histoire est quand même plus intéressante que de donner une fiche. Donc, la troisième étape, qui est plus ou moins compliquée selon la typologie de client que vous avez choisi,
c'est vraiment de transformer les informations en histoire. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme dirait l'autre, c'est à vous de jouer. Donc, merci Dorian pour l'avant-dernière diapo. Donc, à vous de jouer, à vous de pouvoir déterminer tout ce qu'il y aurait à mettre à l'intérieur de ce persona, de ces clients potentiels, hein, de ce personnage semi-fictif que vous allez confronter à la réalité par la suite. Ce n'est pas forcément un exercice qui est simple parce que des fois, on se contente de la surface, c'est-à-dire qui il est en termes de catégorie socio-professionnelle, un niveau de revenu, éventuellement une situation géographique, ville, montagne, etc. Mais on ne va pas assez dans le comportement d'achat. Donc, allez loin, parce que de toute manière, vous posez encore des hypothèses. Alors, allez loin, allez chercher dans ce qui existe. Vous avez la possibilité de pouvoir fouiller profondément grâce aux outils Internet. Il y a ce que proposent les entreprises. Et puis derrière, ben, vous pourrez avoir une vraie cartographie de votre clientèle potentielle. Et Dorian, si je peux juste appuyer la dernière, juste vérifier que si ça marche, la dernière diapo. Je vous ai mis le QR code. Alors, je ne sais plus si quelqu'un peut vérifier si c'est le questionnaire, si c'est les questions ou si c'est juste cette présentation que j'ai mis dans le QR code. Donc, c'est la présentation. Je vois tous les noms qui s'affichent. Donc, c'est la présentation. OK. Non, mais de toute façon, Aïna, oui. pour le questionnaire, en fait, je vais l'envoyer à tout le monde par mail à l'instant. Comme ça, ils l'auront tous, tout simplement. OK. Ça marche? Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, ben, c'est à vous. Est-ce que certains ont des questions? Si oui, peut-être s'approcher de l'ordi. Il n'y a pas de micro dans la salle? Si, mais... Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonsoir. Bonsoir. Et je pense que vous l'avez un peu développé, mais peut-être pas complètement. Là, on va développer un personnage, mais si on cible plusieurs types de clients, plusieurs typologies de clients, comment définir un seul personnage? Voilà, il faut définir plusieurs. Est-ce qu'il faut faire un combat par personnage? Alors, en fait, le buyer persona, il regroupe des informations et des éléments pour avoir un ensemble de personnes homogènes en termes de problématiques. D'accord? Donc, si c'est juste, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si c'est juste l'âge ou la zone géographique qui change, si l'ensemble des autres informations fait qu'on a un groupe homogène, ça ne représentera qu'un seul buyer persona. Donc, du coup, tu n'auras qu'un seul canvas à faire. Par contre, si on est sur des comportements d'achat, si on est sur des éléments qui déterminent vraiment, par exemple, le prix de ton offre ou la manière de le diffuser ou le volume d'achat, là, à ce moment-là, tu es obligé de faire un canvas par type de clientèle potentielle possible. Okay? Ce que tu ne peux pas savoir aujourd'hui, c'est la stratégie à mettre en œuvre par client parce que tu ne connais pas encore peut-être la volumétrie de ces clients-là. D'accord? Et peut-être leur capacité à acheter quand tu vas te confronter au vrai public. Donc, pour l'instant, on est sur des hypothèses. Donc, je dirais autant de canvas possibles que de clientèle possible en gardant à l'esprit qu'un canvas, un persona, il peut regrouper un nombre de personnes qui ont des informations communes qui sont importantes par rapport aux produits ou aux services que tu vends ou que tu crées. D'accord? Si après, il y a des éléments de ce persona qui n'ont aucune influence sur le produit ou le service ou l'usage de ce produit ou ce service, on peut mettre par exemple une femme et un homme dans le même persona, d'accord? Parce que derrière, c'est plutôt l'information de où ils travaillent, de ce qu'ils font dans la vie, qui fait que c'est ça qui va être important à considérer et non pas le sexe. D'accord? Donc, je ne suis pas obligé de faire un canevas pour un monsieur et un canevas pour madame. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? Patrick? Bonsoir. Bonsoir. Nous, on se posait la question au niveau des entreprises, en fait, si on doit, Dans les cas où on fait un B2B. ah oui, c'est ça. Alors, dans le cas d'un B2B, est-ce qu'on doit, on doit faire les caractéristiques de l'entreprise ou de consommateur final? Alors, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, ton produit, tu le distribues à des entreprises qui elles-mêmes vont le redistribuer après au consommateur final? le distributeur, par exemple? D'accord. Donc là, en fait, tu as deux personas, parce que ton circuit de distribution fait que dans un premier temps, on est d'accord que soit tu vends en direct, mais tu n'as plus besoin de distributeur, soit tu décides de vendre par distributeur. Et à ce moment-là, le premier interlocuteur de ton produit, ton service, c'est le distributeur. Il faut que lui soit motivé à distribuer ton produit. Okay? Ce qui ne t'exonère pas d'un côté d'avoir des personas de ton consommateur final. Parce que pour pouvoir justement convaincre ton distributeur, il faut que tu lui donnes les clés de tout ton marketing pour que lui-même puisse se faire le relais de ton discours marketing sur tes consommateurs finaux. Donc, tu as là, typiquement, le cas de dire, OK, je suis obligé, pour plein de raisons, de passer par, et je choisis de passer par des distributeurs, d'accord? Donc, pour qu'ils me référencent, pour qu'ils veuillent bien distribuer mon produit, il faut que je les convainque. Donc, ce sont dans mon circuit d'achat, enfin de vente, pardon, ce sont des acteurs incontournables, donc c'est un persona à part entière. Tu vois, ce n'est pas de l'influenceur, c'est un distributeur. Donc, il va falloir que je détermine comment ils fonctionnent pour que je sache ce que je leur dis. Et bien sûr, le discours de ce que tu vas leur dire est différent du discours du consommateur final, l'utilisateur de ton produit ou de ton service. Ok, merci. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre? Je pense que c'est bon, Aïna. Bon, ben merci. Merci à Il toi. fait froid ici, hein. Je vous assure, il fait super froid. Je ne sais pas chez vous, mais là, j'en peux plus. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Merci, Aïna. En tout cas, ta présentation est enregistrée, donc je l'enverrai demain en mail pour OK. avoir un replay. Et vous pouvez nous dire aussi aux membres de nos équipes qui sont absents, ils pourront donc regarder le replay. Et voilà, vous pouvez regarder le replay demain matin. Aïna, je ne coupe pas le Zoom, mais je coupe l'enregistrement, d'accord? OK. Merci, Aïna. Merci à vous. Bon courage. Moi, je vais vous quitter parce que j'ai un autre Zoom qui a déjà commencé. Bon courage et n'hésitez pas. Voilà, enfin, si vous avez des questions, Dorian a mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci, Aïna.